Ce meurtre, commis en baie de Quiberon, 6000 ans avant notre ère, est le plus vieil homicide connu sur le territoire français. Enquêter sur un crime dans un monde aujourd'hui disparu n'est jamais simple. Les traces laissées par nos ancêtres ne renvoient plus à la surface que de lointains échos. Tout près des sondages, tout. Ce qui est étonnant, Qui c'est que était la victime? La fouille des Pécards, elle apparaissent pas tant Dans que ça. quel monde Ah oui, c'est à côté vivait-il? des Blais, quoi. Oui, si, parce que c'était... Ces questions, l'archéologue Grégor Marchand se les pose depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, chaque été, Grégor et son équipe retournent vers le passé, à la rencontre d'une période cruciale de l'histoire de l'humanité, le Mésolithique. Un âge ténébreux où les sociétés humaines s'organisent, se perfectionnent et parfois s'affrontent violemment. Le Mésolithique fascine depuis bien longtemps les archéologues. Plusieurs générations se sont succédées pour comprendre ce qui a pu se passer dans cette baie de Quiberon il y a 8000 ans. Donc il y avait vraiment cette sépulture qui doit être juste là. Celle-là, là, ouais, là, vraiment, on l'a, là. Grégor et son équipe vont-ils réussir à refermer le dossier de cette longue enquête scientifique qu'une autre génération d'archéologues a ouvert un siècle plus tôt sur l'île voisine de Tevjek? Tevjek. 400 mètres carrés de roches et de sable battus par les vents. Un confetti posé en baie de Quiberon. Un endroit où il ne se passe jamais rien. Sauf ce dimanche 15 juillet 1928, où, vers midi, débarquent d'étranges visiteurs. La famille Pécard, Marthe, Saint-Just, leurs 3 enfants, Hélène, Marc et Claude, et un ami venu leur prêter main forte. D'après la rumeur locale, ces Robinsons d'un nouveau genre étaient riches. Et sur le port de Quiberon, la folle expédition alimente tournées et conversations. Que pouvaient bien faire ces étrangers sur ce caillou désertique? Mais surtout, que cherchaient-ils? Marthe et Saint-Just Pécard est un couple originaire de Lorraine. Saint-Just Pécard a repris la quincaillerie familiale qui lui a généré de confortables revenus financiers. Et à l'occasion d'un séjour en Bretagne, ils vont découvrir la préhistoire, ils vont rencontrer Zacharie Le Rouzic, qui était le très éminent archéologue local, qui a consacré sa vie à l'étude des mégalithes du territoire de Carnac. Et ça va devenir pour eux une véritable passion. Ils vont y consacrer une bonne partie de leurs moyens financiers, une très grande partie de leur temps libre. Et ils vont suivre Zacharie Le Rouzic et se former avec lui à la fouille de ces monuments préhistoriques. Et ceci jusqu'en 1927, où ils vont se fâcher, se brouiller très sévèrement. Et ça va contraindre Marthe et Saint-Just Pécard à s'exiler, à quitter le territoire de Carnac pour sortir de la zone d'influence de Zacharie Le Rouzic. Et ce qui va les amener jusqu'à l'île de Tevjek. Premier jour. La troupe se prépare dans la joie et la bonne humeur. Levé aux aurores, Saint-Just fait hisser le drapeau tricolore. Puis l'emblème du clan Pécard, inspiré des symboles gravés sur les menhirs de Carnac. Après un petit déjeuner frugal, la troupe donne ses premiers coups de pelle et de pioche dans le sol de Tevjek. Le site n'a pas été choisi au hasard. Quelques décennies plus tôt, un archéologue local y avait décrit les traces d'un habitat néolithique.
néolithique fascine Marthe et Saint-Just depuis leur premier séjour à Karnak, cette terre de mégalithes, unique en Europe. Sur la lande, ils ont imaginé les tribus, érigé les fameux alignements qui défient le temps et la compréhension des archéologues. Marthe et Saint-Just en sont persuadés. L'une des clés du mystère de Karnak se cache à Téviec. 22e jour. À part une quantité astronomique de coquillages, pas la moindre trace des hommes des menhirs. La troupe a le moral dans les chaussettes. Même Marthe n'y croit plus. Seul Saint-Just s'accroche à son rocher, comme à ses illusions. Vers 14 heures, sous un os de cachalot, il dégage un bois de serre. Mais peu à peu, les pinceaux de l'archéologue révèlent un os frontal particulièrement bombé. Merde! Un homme, s'écrie Saint-Just. Alors la découverte des restes humains à Téviec, pour les Pécards, c'est une surprise. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est les niveaux d'habitat, d'occupation quotidienne en fait, de ces populations qui sont les artisans du mégalithisme breton que les Pécards connaissent très bien. Donc ils ne s'attendent pas à trouver des restes humains, ils ne s'attendent pas à trouver des sépultures. Et le deuxième élément, c'est qu'en Bretagne, du fait du sous-sol, du substrat de ce massif armoricain, les sols ont une certaine acidité qui n'est pas du tout favorable à la conservation des restes humains. Alors les conditions de préservation de ces squelettes sont en effet extrêmement exceptionnelles parce qu'il faut en fait un ensemble de conditions géochimiques très particulières. Notamment, il faut énormément de coquilles qui ont été déposées en même temps que les défunts et qui progressivement vont se dissoudre et vont faire baisser l'acidité naturelle des sols armoricains. Donc en fait, finalement, la préservation de sites comme Téviec et Édic est quasi unique en fait. Ça dépend vraiment de conditions géochimiques très particulières. Au soir du 28e jour, 2 nouvelles tombes sont découvertes. Leur agencement et la disposition des défunts intriguent les fouilleurs. Dans chaque sépulture, les corps ont été inhumés de la même manière, en position semi-assise. De nombreux outils en pierre, des stylets en os de sanglier, des centaines de coquillages percés. Des ramures de cerf sont trouvées à côté des squelettes. Tout suggère que ce peuple mystérieux entretenait des liens forts avec le monde des morts. Les Pécards ont été fascinés par leur découverte. Quand on lit leur découverte au jour le jour, on est fasciné. C'est fantastique de pouvoir mettre au jour de tels vestiges. Et on le reste aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il n'y a pas réellement d'équivalent de ces nécropoles, entre guillemets, de Téviec et Édic. Il y a aussi quelque chose qui est un peu surprenant, c'est la position des corps. Beaucoup sont en position très contrainte, souvent en position assise, les jambes extrêmement repliées sous le corps. Donc ça aussi, c'est un petit peu étonnant, surtout pour nous qui sommes plutôt habitués à des inhumations avec des individus qui sont à plat sur le dos, sur le ventre, en position un peu fétale. On se rend bien compte qu'on a affaire là à quelque chose d'extrêmement ritualisé et à des comportements qui, face à la mort, sont extrêmement complexes et font appel à une dimension symbolique qui nous échappe, bien sûr, mais qui est une réalité. À partir de leurs observations, les Pécards imaginent une cérémonie funéraire venue du fond des âges. Pour son dernier voyage, le défunt est porté en terre, vêtu de sa tenue mortuaire. Des armes, des outils, des parures qui témoignent de son rang sont déposées à côté de lui. Des ramures de cerf viennent coiffer son buste et sa tête. Puis le chaman saupoudre la dépouille
d'une poudre ocre rouge. Enfin, la tombe est refermée par des dalles plates. L'ensemble est recouvert de pierres venant former un cairn imposant. « 32e jour, 5e tombe. Une évidence pour Marthe et Saint-Just. Théviec est une nécropole datant du néolithique. Marthe note l'absence de débris de poterie caractéristiques de la période. Mais ce manque les renforce dans l'idée qu'ils ont mis à jour un cimetière néolithique très ancien. Une découverte exceptionnelle. Marthe et Saint-Just vont réaliser de nombreux croquis, prendre plus de 800 photographies et, grande première, ils vont filmer au jour le jour le récit de leur expédition. En matière d'archéologie, les Pécards ont apporté une certaine modernité à la discipline, qui était encore une discipline très jeune, puisque l'archéologie préhistorique a vraiment démarré dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ils vont y apporter beaucoup de précision, notamment en fouillant les gisements couche par couche, très précisément, et en enregistrant systématiquement tout leur travail, sur la base de croquis, de plans, de photographies et y compris de films. Ils vont tourner beaucoup de séquences qui vont documenter leurs opérations archéologiques, ce qui permet aux archéologues d'aujourd'hui de pouvoir s'appuyer encore sur cette riche documentation et sur ces travaux qui font encore autorité. Saint-Just expédie un télégramme au professeur Boulle, à Paris. Avisons découverte squelette néolithique ancien, accroupi, avec collier de coquillage. Si désireux de constater, nous prévenir votre arrivée Quiberon. Irons vous chercher. Pécard. Spécialiste du néolithique, Marcellin Boulle est le directeur de l'IPH, l'Institut de paléontologie humaine. Ce temple de la préhistoire rassemble au cœur de Paris toutes les découvertes majeures de l'anthropologie française. Un cimetière néolithique sur une île bretonne. Boulle n'y croit pas. Il ne viendra pas. Néanmoins, il accepte d'examiner une sépulture. À charge des Pécards de l'expédier à Paris. Deux semaines plus tard, Boulle rend ses conclusions. La tombe n'est pas néolithique. Elle remonte au Mésolithique. Pour Marthe et Saint-Just, c'est la désillusion. Ils pensaient marcher sur les traces de l'homme des menhirs. L'éminent préhistorien les renvoie plusieurs millénaires en arrière, vers un monde alors totalement inconnu, le Mésolithique des chasseurs-cueilleurs. Au Mésolithique, le niveau de la mer se situe environ 10 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La période glaciaire est terminée, le climat est devenu tempéré. Les terres sont couvertes de forêts. Quant à la manière dont vivaient les hommes et les femmes au Mésolithique, pour Marthe et Saint-Just, le mystère reste entier.
Le Mésolithique, c'est une période en fait qui vient clore la grande histoire des chasseurs-cueilleurs nomades du Paléolithique. Et donc c'est une période en fait d'incubation et de recherche de solutions techniques pour s'adapter à ces réchauffements. Certains vont expérimenter vers l'élevage, d'autres vers l'agriculture. En Europe, on va plutôt expérimenter des économies liées au stockage. C'est aussi une période où on va totalement changer son mode de relation à l'environnement. Donc, on va avoir des territoires plus restreints dans lesquels, en fait, les gens vont continuer à nomadiser en fonction des ressources disponibles, mais sur lesquels ils vont revenir régulièrement. Donc, on va avoir des endroits comme des cimetières ou des nécropoles, type Téviec et Édic, qui vont être des endroits pivots, en quelque sorte, de l'histoire de ces groupes. Alors, bien sûr, ce changement climatique qui a lieu pendant cette période va modifier les comportements humains. Et on constate qu'il y a une parfaite adaptation. Ils vont s'adapter à un nouveau milieu. C'est-à-dire que le milieu, on a le remplacement des steppes par des environnements extrêmement boisés, par des forêts. Et aussi, ils vont s'adapter à la chasse à de nouveaux animaux. Et ça, c'est intéressant de voir justement cette facilité, quelque part, à s'adapter au changement climatique. Et comment il va faire, par exemple, pour chasser ces nouveaux animaux? Eh bien, on va voir qu'il va développer une arme qu'on ne voyait pas avant. C'est l'arc. Et l'arc est très intéressant parce qu'il va être vraiment utilisé d'une façon très importante, mais aussi, quelque part, c'est peut-être la première trace vraiment d'armes de guerre, puisqu'on va avoir des pointes de flèche, justement, dans des corps humains. Donc, on va voir que c'est une arme double, à la fois pour la chasse à l'animal et aussi pour la chasse à l'homme. Été 1929, retour à Téviec. Sur place, temps maussade, mais humeur au beau fixe. La presse et les milieux scientifiques ont tous salué l'incroyable découverte. Téviec est la première nécropole datant du Mésolithique découverte en France. Marcelin Boule s'est engagé à mettre les moyens de l'Institut à disposition des Pécards. Vos encouragements stimulent notre ardeur à bien faire, écrit Marthe au professeur Boule. Depuis 2 jours, nous poursuivons notre avance autour d'un massif de pierres qui paraît devoir être intéressant. Neuvième jour. Vers 15 h, le massif est entièrement dégagé. L'ensemble forme un véritable mausolée. Dans ce que Marthe appelle désormais le caveau de famille, l'équipe déterre d'abord 3 squelettes. En continuant le dégagement, écrit Marthe, nous avons mis à jour les restes de 2 autres squelettes. Ce dégagement a été très difficile et le saint nom du Seigneur a retenti plus d'une fois. Aussi, sa générosité s'est manifestée en nous envoyant un 6e squelette. Le 6e occupant de la tombe K va désormais s'appeler Cassis. Cassis intrigue les fouilleurs. La position du corps allongé, les 2 mains croisées sur le ventre est tout à fait inhabituelle. Marthe s'interroge. Quels étaient les liens avec les 5 autres personnes inhumées avec lui? Pour les Pécards, le mystère est total. À l'issue des fouilles, on avait l'impression en fait d'avoir une sépulture lignagère avec un premier individu, Cassis, qui avait été enterré avec des précautions toutes particulières, avec beaucoup d'originalité. Et puis ensuite, tel un caveau de famille, en fait, plusieurs défunts qui étaient déposés successivement sur sa tombe. Et puis les nouvelles analyses génétiques qu'on vient de réaliser ont montré en fait une discontinuité et le fait que les gens qui ont été inhumés après Cassis ne sont pas directement liés génétiquement à cet individu. Donc est-ce que finalement on est dans un processus de filiation symbolique ou alors de souvenir ou de réappropriation symbolique d'un individu qui était extrêmement important? C'est tout à fait probable.
Cassis est expédié à Paris, à l'Institut de paléontologie humaine. Son autopsie par le professeur Henri Valois va venir épaissir un peu plus le mystère. En procédant au nettoyage du squelette, nous avons constaté, non sans surprise, que le sujet avait été blessé, rapporte l'anthropologue. 2 pointes de flèche sont fichées dans la colonne vertébrale de l'individu Cassis. Il conclut: l'absence de cicatrisation prouve que le sujet n'a pas survécu à ses blessures. Un siècle plus tard, l'anthropologue et médecin légiste Bruno Boulestin, partenaire de l'équipe scientifique de Gregor Marchand, procède au réexamen du squelette de Cassis. Donc voilà l'individu Cassis. Alors la première chose qu'on peut dire de lui, c'est qu'il s'agit d'un sujet adulte. Sa croissance est terminée. Malheureusement, on a très peu de moyens de déterminer précisément son âge. Donc on peut l'estimer autour de la quarantaine, mais c'est quand même relativement imprécis. Bon, par contre, l'examen de ses os coxaux, c'est-à-dire ses os du bassin, nous permettent de confirmer qu'il s'agit bien d'un homme. C'est un homme qui était plutôt en bonne santé. On a quelques lésions d'arthrose au niveau de sa colonne vertébrale, mais finalement très peu. Sinon, très peu de pathologie. C'est un sujet qui a un état dentaire tout à fait correct pour la période. Donc, un individu en bonne santé, globalement, c'est un sujet plutôt robuste, même s'il est dans la moyenne de ces gens du Mésolithique. Donc, c'est un individu qui serait presque banal s'il ne s'était pas fait assassiner. Je vais vous montrer comment est mort Cassis. Une première flèche a été tirée dans son dos et est venue se ficher dans sa 11e vertèbre thoracique. Alors cette flèche-là n'a pas été mortelle, mais une deuxième flèche a été tirée de l'avant depuis une position en hauteur, est rentrée dans sa cage thoracique et est venue se ficher dans sa 6e vertèbre thoracique en traversant l'aorte et en provoquant une hémorragie mortelle. Alors, les traces de mort violentes apparaissent régulièrement au Paléolithique et au Mésolithique, et notamment le meurtre de Cassis, qui est quand même un des premiers actes violents, hein, le premier meurtre connu pour le Mésolithique français. Et donc maintenant, on a tendance à considérer en fait que cette période est liée à une violence relativement permanente, avec des petites échauffourées, et à les considérer comme le symptôme en fait de communautés qui étaient en friction permanente, alors que ça se traduise ensuite par du cannibalisme ou alors par des meurtres comme le meurtre de Cassis. Est-ce que, en fin de compte, ce changement climatique, ce changement de société, l'apparition notamment de l'arc, est-ce que ça a entraîné des notions de territoire qui auraient provoqué des conflits entre groupes? Parce qu'on a vraiment, au niveau du matériel archéologique,
beaucoup plus de squelettes, de traces, d'impacts de projectiles, notamment d'impacts de pointes de flèches, alors qu'on n'en a quasiment pas au Paléolithique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui apparaît au Mésolithique, qui apparaît durant cette période. Donc la notion de territoire peut être une des explications de l'augmentation de cette violence. La révélation du meurtre de Cassis réoriente les recherches de Marthe et Saint-Just. Pour le couple d'archéologues, cet homicide est la conséquence d'un conflit entre clans voisins. Saint-Just est persuadé que la découverte d'une autre nécropole mésolithique devrait permettre de retrouver la piste des assassins de Cassis. Il écrit « Guidé par cette pensée, nous avons commencé l'exploration d'un nouveau site sur l'île voisine d'Édic. » À Édic, Marthe et Saint-Just mettent à jour une seconde nécropole, composée de 9 tombes contenant 14 squelettes. Les similarités avec les rites funéraires observés à Téviec sont évidentes. Les positions des corps sont identiques. Tête et buste sont là encore couronnés de bois de serre. Mais l'architecture des tombes diffère radicalement. Si, à Téviec, toutes les sépultures étaient coiffées d'un mausolée en pierre, à Édic, les fosses sont simplement refermées par quelques dalles. Pour Marthe et Saint-Just, c'est la déception. La nécropole d'Édic n'est qu'une réplique de celle de Téviec. En moins intéressant. L'enquête est au point mort. L'examen des squelettes n'a révélé aucun signe de mort violente. Quant aux traces d'habitat qui leur permettraient de percer le mode de vie des Mésolithiques, toujours rien. La raison, selon Saint-Just, ce sont des primitifs, incapables du moindre effort. Il conclut, le fait de n'avoir même pas cherché à s'abriter dans des constructions durables prouve le peu de cas qu'ils faisaient du plus élémentaire confort. La vision des Pécars, en fin de compte, est très courante à l'époque, puisqu'elle s'inscrit dans cette période où le paradigme, c'était une vision unilinéaire et progressive de l'humanité. C'est-à-dire, tout ce qui est très ancien, c'est beaucoup moins évolué, c'est primitif, c'est archaïque. Il faut bien voir que la préhistoire, elle prend corps au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, en tant que discipline scientifique, et elle prend corps en Occident, en Europe. Elle est en France, elle est en Belgique, elle est en Italie. Donc là, c'est une société occidentale qui, en même temps, est en train de coloniser, qui a mis en esclavage. Donc a une vision de certains peuples, un peu une vision de supérieur par rapport à des inférieurs. Donc tout ça, c'est vraiment à l'université, dans tous les lieux, ceux qui vont devenir des préhistoriens, ils entendent ça. Les cours d'anthropologie leur parlent de ces inférieurs et de ces supérieurs. Bien sûr, il y a quelques préhistoriens qui vont s'en échapper, mais on est quand même dans cette vision où tout ce qui est très ancien est quand même très primitif, très sauvage, très inférieur à nous. Après Édic, toujours à la recherche de signes de violence et de traces d'habitat, les Pécars se mettent en quête d'autres sites mésolithiques. Ils entament une longue prospection sur le littoral, sans résultat. Marthe écrit dépitée. « Nous avons bien cherché au Croisic, à la Grande Brière, dans la presqu'île de Ruisse, jusque sur les côtes de Vendée. Nous n'avons rien trouvé. » Marthe et Saint-Just ne sauront jamais qui a tué Cassis, ni pour quelle raison il est mort. Alors les Pécars ont quitté la Bretagne à l'issue des fouilles de Téviec et Édic sous l'impulsion de l'abbé Breuil, qui était un des plus importants préhistoriens du début du XXe siècle,
qui va tenter une concertation entre les Pécards et Zacharie Le Ruzic, notamment pour essayer de convaincre les Pécards de remettre le produit des fouilles de Théviec et Hédic au musée de Carnac, qui est sous l'autorité de Zacharie Le Ruzic. Cette concertation ne va pas aboutir et finalement l'abbé Breuil va convaincre les Pécards de reprendre la fouille de l'important site préhistorique du Mas d'Asile en Ariège, site qui est en péril, et il va insister sur le fait que ce site a vraiment besoin de l'intervention de personnes aussi qualifiées que les Pécards, ce qui va les décider à s'installer en Ariège et à effectivement reprendre la fouille de ce site préhistorique qui va occuper la fin de leur carrière de terrain. Et parallèlement, nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale. Les Pécards, qui ont des convictions d'extrême droite, sont très fidèles au maréchal Pétain et vont aller jusqu'à s'engager dans la milice. Et finalement, ils seront arrêtés et Saint-Just-Pécard sera fusillé en septembre 1944. La condamnation de Marthe et Saint-Just jette l'opprobre sur leurs travaux. Cassis et les mésolithiques de Théviec et Hédic sont condamnés à l'oubli. Dispersés dans les réserves des musées nationaux, rangés sur des étagères, dormant dans les tiroirs. Ils devront patienter 50 ans avant de repasser de l'ombre à la lumière. À partir des années 90, il est devenu plus facile de revenir sur Théviec et Hédic, qui étaient frappés par une sorte d'omerta. Auparavant, c'était vraiment très compliqué de travailler sur ces matériaux sans qu'on vous renvoie en permanence à ce lourd passé collaborationniste. Et finalement, au cours des années 90, il y a une nouvelle génération d'archéologues qui est arrivée. On bénéficiait de nouvelles techniques d'analyse, que ce soit sur les isotopes, sur les datations, sur une nouvelle manière de réétudier les faunes. Et c'est ce qui a attiré Marthe et Saint-Just-Pécard à Théviec et Hédic, c'est-à-dire une conservation exceptionnelle de vestiges archéologiques et osseux notamment. C'est la même chose qui nous a attirés, nous. Donc on a pu faire une équipe pluridisciplinaire qui a vraiment repris tous les matériaux qui nous avaient été légués par Marthe et Saint-Just-Pécard. On a beaucoup été aidés par notamment l'abondance de photographies, de films. On a pu faire une première étape de reconstitution totale. Et puis une autre étape a été de retourner sur le terrain à partir des années 2010, notamment sur le site de Béguerville, où on a repris littéralement l'enquête paléo-ethnographique ou ethnographique qu'avaient lancé les Pécards. Juillet 2018. Béguerville est l'un des 300 sites mésolithiques découverts en Bretagne depuis les années 30. Ironie de l'histoire, ce lieu, que Marthe et Saint-Just avaient tant cherché, se situe à Quiberon, à un jet de pierre de Théviec et d'Hédic, presque sous leurs yeux. Après 7 campagnes de fouilles, Grégor et son équipe n'ont en apparence rien recueilli de bien spectaculaire. Ici, pas de squelette ou de bois de cerf. Mais l'archéologie des années 2000 n'est pas celle des années 30. Les techniques ont évolué. Le regard et les mentalités ont changé. Et pour comprendre pourquoi Cassis a été assassiné, il faut enfin lever le voile sur ce mystère que Marthe et Saint-Just n'avaient pas pu résoudre. Comment vivaient ces populations mésolithiques à l'aube du 6e millénaire? Le site a livré de précieuses informations sur la vie quotidienne des derniers chasseurs-cueilleurs. Au Mésolithique, Béguerville était probablement un site important consacré à la taille de pierre. À proximité du bord de mer, nos ancêtres trouvaient là une matière première inépuisable pour y fabriquer leurs outils. Les quantités phénoménales de déchets alimentaires laissés par les occupants attestent d'une fréquentation régulière du lieu et sur une longue période. On a un niveau
d'ordures, si on veut, du Mésolithique, où on a énormément de restes alimentaires, qui est posé sur une plage ancienne, une plage fossile, comme on dit, et recouvert par de la dune. Donc en fait, les conditions sont identiques, mais avec nos méthodes de fouille, on peut vraiment récupérer la totalité des restes alimentaires qui ont été consommés par ces populations, à savoir, on le voit ici, des coquillages, beaucoup de mollusques, mais également des ossements qui nous témoignent en fait d'une alimentation tout au long de l'année, d'une occupation régulière sur ces habitats à Bégarville comme à Téviec. Mais surtout, Grégor et son équipe ont découvert ce que Marthe et Saint-Just avaient désespérément cherché. Les premières traces d'habitat mésolithique. On a trouvé des grandes fosses qui étaient bordées de dalles tout autour et qui servaient de foyer. Avec nos méthodes de fouille, on a pu montrer que ces fosses s'inscrivaient dans une maison circulaire, une habitation, dont on a retrouvé les traces tout autour. Donc ces foyers se trouvaient au centre d'un dispositif fait de piquets, comme ça. Vous aviez le piquet qui était bordé de ces calages. Ces différents dispositifs sont espacés d'environ 50 cm et forment une paroi circulaire qui entoure totalement les grands foyers en fosse. Et on peut imaginer en fait des parois relativement verticales, faites en branchage, avec une couverture de natte ou de peau et une forme peut-être en dôme. Ça ressemble au wigwam des Indiens du nord-est de l'Amérique. Et on peut imaginer en fait qu'à Téviec, il y en a eu 6 ou 7, puisqu'on a 6 ou 7 de ces grands foyers en fosse. Les photos prises par l'équipe de Grégor Marchand n'ont pas la sensibilité artistique des clichés des Pécards, mais elles vont permettre une modélisation du site. Pour la première fois, un habitat mésolithique est décrit à partir de ses éléments d'origine. Cette découverte remet en cause les présupposés de Marthe et Saint-Just sur l'indolence de ces primitifs, selon eux, incapables de se construire le moindre abri. 6000 ans avant notre ère, des groupes de chasseurs-cueilleurs s'étaient établis à Téviec, Édic et Bégarville. Appartenaient-ils tous au même clan? Ou au contraire, le meurtre de Cassis est-il la conséquence d'un conflit entre groupes rivaux? À l'Institut de paléontologie humaine, l'anthropologue Bruno Boulestin va procéder au réexamen de la tombe K. C'est en étudiant chaque cliché pris par les Pécards que l'anthropologue va reconstituer la chronologie de la sépulture et tenter d'en apprendre un peu plus sur son célèbre occupant. Nous avons une chance tout à fait extraordinaire, c'est que les Pécards nous ont laissé une documentation tout à fait exceptionnelle pour l'époque, puisque, rappelons-le, on est en 1929 quand ils fouillent Téviec, et notamment toute une série de photographies qui vont nous permettre de reconstituer l'histoire de la sépulture K. Alors, cette histoire débute par l'installation de l'individu Cassis dans une fosse, qui a été recouverte ensuite d'un massif de pierre, comme c'est le cas pour beaucoup de sépultures à Téviec. Mais ce qui est tout à fait particulier et même extraordinaire, c'est que cette tombe a été rouverte à plusieurs reprises. Alors, une première fois pour installer 4 individus, dont on aperçoit encore quelques connexions pour certains. Et de nouveau, elle va être ouverte pour installer un 6e et dernier individu au sommet. Et finalement, au-dessus de cet individu, le massif originel va être reconstruit. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend sur l'individu Cassis? Alors d'abord, c'est une configuration qui est tout à fait exceptionnelle, puisqu'on ne la rencontre ni à Téviec, ni dans le Mésolithique.
c'est un cas unique où on a un individu qui a été inhumé et qui ensuite a attiré d'autres individus qui ont été inhumés par-dessus lui. Donc ça signifie que cet individu avait quand même une certaine notoriété qui a perduré dans le temps, peut-être sur plusieurs générations, et finalement que c'était probablement un individu influent avec un certain prestige, peut-être dû à ses capacités particulières, soit un grand chasseur, soit un grand chaman, soit un grand guerrier. Cassis était probablement un personnage important, dont le culte s'est perpétué génération après génération. Mais qui sont ces assassins? La réponse se trouve-t-elle au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye? Parmi les milliers de trésors archéologiques conservés dans ses collections, il en est un qui intéresse particulièrement Grégor Marchand. La 6e vertèbre thoracique de Cassis, celle qui porte la trace du coup mortel, et qui a peut-être encore quelque chose à nous apprendre. Alors voilà la vertèbre de Cassis qui a été impactée par un triangle scalène avec une petite base concave, des retouches bipolaires, qui a été réalisé selon les techniques et des normes du mésolithique théviétien, sur une roche qui est également une roche ramassée sur les plages de Bretagne. Et ça nous démontre que le meurtre de Cassis est lié à un conflit d'origine locale. Cassis est donc tombé dans un guet-apens, soigneusement planifié par un clan local, qui voyait sans doute en ce personnage important l'homme à abattre. Mais pour quelle raison l'a-t-on assassiné? Dans ce mésolithique, où l'homme est totalement dépendant des ressources locales, une nature un peu moins généreuse pouvait être à l'origine de nombreux conflits. Du coup, sur la patelle, par exemple, et sur la monodonte, on va essayer de faire ce type d'analyse pour essayer de croiser aussi les informations, parce que si la palourde n'a été pêchée... À l'université Rennes 1, dans le laboratoire d'archéosciences de Catherine Dupont, tous les éléments collectés à Béguerville sont identifiés et classés par catégorie. Poissons, mammifères, coquillages et crustacés. En 7 campagnes de fouilles, ce sont plus d'1,5 tonne de sédiments qui ont été ainsi traités. Le moindre fragment, aussi microscopique soit-il, est inventorié puis regroupé par l'eau. Un travail de fourmi, lent, laborieux, mais qui va permettre petit à petit de reconstituer le régime alimentaire de celles et ceux qui vivaient en baie de Quiberon il y a 8000 ans. Et de savoir si ces populations étaient en autosuffisance alimentaire ou si, au contraire, le manque de nourriture aurait pu être à l'origine de nombreux conflits. Une des conclusions qu'on peut avoir grâce à Béguerville, en regardant l'infiniment petit, on s'aperçoit qu'ils ont accès à une diversité de ressources et que cette diversité en fait est exploitée à 100%. Du coup, on va avoir une diversité à la fois des types d'animaux, donc on va avoir du poisson, des crabes, des oiseaux, des mammifères, mais également des types d'environnement. Du coup, vous allez retrouver en fait des oiseaux marins. On va pouvoir retrouver des pingouins, même le grand pingouin qui est actuellement disparu a été mangé sur Théviec et sur Béguerville. Et également, on va voir en fait que tout ce qui est massif forestier va également être exploité. Pour les grands mammifères, on va avoir du cerf, du chevreuil, du sanglier, mais également pour des oiseaux, on va avoir de la bécasse de bois, également des petits oiseaux qui se promènent dans les bois qui vont être exploités. Donc tout, en fait, tout ce qui est alimentaire, en tout cas, nous décrit une diversité d'environnements et également une totale adaptation de ces populations à tout ce qu'il y avait dans la proximité du site. On voit des gens qui savent jongler entre les rythmes saisonniers sur le continent, le rythme des marées,
et qui savent en fait organiser leur emploi du temps de nomades en fonction de ces ressources qui apparaissent et disparaissent au cours de l'année, voire même au cours des marées. Donc l'hypothèse de période de disette qui aurait pu entraîner des conflits ne fonctionnait pas du tout. Et il en va ainsi de Bégherville, mais d'après les données qu'on a récupérées sur Téviec, c'était exactement la même chose. « 6000 ans avant notre ère, les chasseurs-cueilleurs établis dans la région de Quiberon savaient tirer le meilleur de l'environnement dans lequel ils vivaient. La pêche, la chasse et la cueillette pourvoyaient largement aux besoins de ces clans. Cassis n'a donc pas été exécuté à la suite d'un conflit né d'une période de disette. Et si les raisons de son assassinat étaient au contraire liées à une abondance de ressources qui aurait suscité envie et jalousie entre groupes rivaux. La fin du Mésolithique voit apparaître sur le littoral une nouvelle technique qui va bouleverser l'existence des chasseurs-cueilleurs. Les pêcheries. Leur principe s'est transmis de génération en génération. Sur la côte normande, près d'Hauteville-sur-Mer, certaines sont encore en activité. Vous voyez devant un exemple de pêcherie qui pourrait être semblable à celle du Mésolithique en matière végétale, avec un treillage de perches de saule qui sont entrecroisées dans des piquets qui sont plantés et qui forment une paroi relativement lâche, mais qui suffit à guider les poissons vers le piège. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on les voit apparaître au Mésolithique, à la fin du Mésolithique, vers 6000, 7000, dans la Baltique, en Irlande. Et on peut supposer en fait qu'elles étaient également présentes sur le littoral atlantique. Alors il pouvait y en avoir un nombre relativement conséquent. C'est des dispositifs qui réclament énormément de bois, de perches, et qui finalement sont des dispositifs qui sont relativement massifs, qui sont longs à construire et qui imposent une stabilisation réelle des communautés humaines à proximité. Donc ce qui signifie qu'on va vraiment avoir une diminution de la mobilité des chasseurs-cueilleurs et un début, sinon de sédentarisation, mais de fixation à des endroits précis. Alors on est à l'extrémité de la pêcherie, dans le piège où venaient s'accumuler les poissons. Il faut savoir en fait que c'est des pêches qui sont quotidiennes et qui peuvent être abondantes de manière quotidienne à la fois au printemps et à l'automne. Donc en fait, pour peu que ces populations aient pu gérer cette abondance de ressources, notamment par le stockage, on a vraiment une accumulation de richesses qui est particulièrement importante autour de ces pêcheries. Ça a pu attirer des populations rivales, des populations mésolithiques locales qui ont voulu s'accaparer ces richesses. Alors, une des hypothèses de la mort de Cassis peut être celle-là, c'est-à-dire que c'est un individu qui visiblement a un statut relativement important dans la population et qui a assuré la défense en fait de ces richesses. Ça pourrait expliquer le guet-apens dans lequel il est tombé et qui a entraîné son décès. Donc ça fait un ensemble en fait de faits tout à fait cohérents. Alors, ça reste une hypothèse, d'autres possibilités évidemment sont ouvertes sur la mort de Cassis, mais celle-là gagne à une certaine cohérence dans l'histoire de ces populations. Peut-être que de nouvelles découvertes archéologiques et les avancées scientifiques permettront un jour de connaître les circonstances exactes de la mort de Cassis. Mais la mémoire des temps anciens est capricieuse, et les archéologues savent que le passé aime parfois
garder sa part de mystère.